La retraite de Moscou, la tragédie de l'armée de Napoléon en 1812. L'année 1812 marqua un tournant tragique dans l'histoire militaire de l'Europe. Après des mois de campagne à travers l'Europe, Napoléon Bonaparte, l'empereur des Français, lança son armée, la Grande Armée, contre la Russie. En juin, plus de 600 000 soldats franchirent les frontières russes, pensant que la victoire serait rapide et décisive. Cependant, à mesure que l'été s'éteignait et que l'automne s'installait, l'armée de Napoléon se retrouva dans une situation de plus en plus désastreuse, finissant par subir une des défaites militaires les plus écrasantes de l'histoire. La retraite de Moscou, qui débuta en octobre 1812, devint un symbole de souffrance, de résilience et de tragédie. Le début de l'invasion et l'arrivée à Moscou. En juin 1812, Napoléon lança sa campagne contre la Russie avec l'espoir d'obliger le tsar Alexandre Ier à se soumettre à son contrôle. La Grande Armée, une coalition de soldats français et alliés européens, se dirigea vers Moscou, la capitale russe, dans une tentative d'affronter les forces russes. Cependant, l'armée russe adopta une stratégie de la terre brûlée, se retirant sans combattre, détruisant tout sur son passage. Les Français, affamés et manquant de ressources, avancèrent tout de même, perdant des milliers de soldats en raison de la chaleur, des maladies et de l'épuisement. En septembre, Napoléon arriva enfin à Moscou, mais la ville était déserte et en flammes, incendiée par les Russes qui s'étaient retirés. L'empereur espérait que cette victoire symbolique provoquerait la capitulation du tsar, mais Moscou ne représenta que des ruines. L'hiver approchait, et la Grande Armée, déjà affaiblie, se retrouva coincée dans une ville en feu, sans provisions ni renforts. Le début de la retraite. Le 19 octobre 1812, Napoléon décida finalement de se retirer, ne pouvant pas soutenir son armée dans Moscou. La retraite débuta dans une atmosphère de désespoir. Les soldats, épuisés, affamés et malades, se mirent en marche, sachant que l'hiver russe se rapprochait. Mais les difficultés ne firent que commencer. L'armée, qui était autrefois fière et disciplinée, se retrouva en proie à la confusion. Le sergent Pierre Dupont, un fantassin français, se souvint de cette période dans ses mémoires. Au début, il y avait encore un semblant d'ordre. News Marchians, bien que fables de fame et de fatigue. Mais il ne fallut pas longtemps avant que les hommes ne commencent à perdre espoir. Le froid était insupportable. Le gel mordait nos visages, et chaque pas devenait plus difficile. Nous entendions les cris d'un homme dans la douleur, ses pieds gelés, et nous ne pouvions rien pour lui. Plus nous avancions, plus nous devenions des fantômes, nos visages creusés par la faim, nos yeux morts de désespoir. Les conditions de vie se dégradèrent rapidement, et la peur du froid se fit sentir. Les soldats de la Grande Armée, jadis fiers et courageux, se retrouvèrent maintenant réduits à des ombres humaines, battus par la faim, le froid et la fatigue. Les routes étaient jonchées de corps, non seulement des morts des combats, mais aussi de ceux qui succombaient à des conditions insoutenables. Les souffrances des hommes. Les soldats ne se contentaient pas de lutter contre les Russes, mais aussi contre le climat implacable de l'hiver russe. Le froid extrême rendait chaque pas une épreuve, et les maladies se propageaient rapidement dans les rangs de l'armée. Les soldats qui avaient survécu au combat étaient désormais piégés dans un froid glacial qui semblait vouloir engloutir toute l'armée. Le soldat Jean-Baptiste Leclerc, un jeune soldat de Paris, se rappela les conditions désastreuses. Nous n'avions pas d'autre choix que de continuer à marcher. Les officiers disaient qu'il fallait avancer. Mais comment pouvions-nous ? Nous mourions de faim, nous étions gelés et brisés. Je vis des hommes tomber au sol, leur corps tremblant, et je savais qu'ils étaient morts. Mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Nous devions avancer, sinon nous mourions tout l'aube dans la nature. Les soldats se battaient désormais pour survivre, et leurs gestes étaient guidés non plus par la gloire, mais par la nécessité de rester en vie. Le froid mordant était si intense qu'il rendait impossible la lutte, les hommes étant incapables de tenir leurs armes ou de se défendre correctement. Les actions de l'arrière-garde. À mesure que la Grande Armée se retirait, le maréchal Ney, l'un des plus grands généraux de Napoléon, fut chargé de couvrir l'arrière de l'armée pour ralentir les Russes qui harcelaient les Français sans relâche. La cavalerie, autrefois l'élite de l'armée napoléonienne, fut presque entièrement anéantie, car les chevaux, épuisés, ne pouvaient plus porter leurs cavaliers. La bataille de Beresina, qui eut lieu fin novembre 1812, est l'un des épisodes les plus célèbres de cette retraite. Les troupes françaises, tentant de traverser la rivière glacée de la Beresina, furent attaquées par les Russes. Malgré les efforts désespérés des ingénieurs français, sous la direction du général Éblé, les ponts improvisés furent attaqués, et de nombreux soldats moururent noyés dans les eaux glacées, incapables de s'échapper. Le général Éblé, bien que blessé, demeura sur place pour permettre à ses hommes de fuir, avant de succomber à ses blessures. L'effondrement final. Le mois de décembre approchait, et les pertes humaines étaient catastrophiques.
Les conditions de vie se détérioraient de plus en plus, et les Russes poursuivaient sans relâche. Environ 100 000 hommes, sur les 600 000 qui étaient partis de France, survécurent à l'horreur de cette retraite. Mais la majorité des hommes étaient morts de froid, de faim ou d'épuisement. Le lieutenant Henri Charpentier, un vétéran de la garde impériale, expliqua les sentiments de ses camarades lorsqu'ils comprirent que Napoléon les abandonnait. Lorsque Napoléon nous quitta, nous savions que c'était fini. Certains d'entre nous ont essayé de rentrer en France, mais nous étions perdus. Les routes étaient pleines des corps des hommes qui avaient abandonné. Nous n'étions plus que des ombres, marchant à travers les congères, la guerre finie pour nous tous. Mais nous avons continué à avancer, pas pour la gloire, ni pour l'honneur, mais parce que c'était tout ce que nous savions faire. La retraite de Moscou fut un tournant décisif dans l'histoire militaire et politique. Elle marqua le début de la chute de Napoléon et de son empire. Les pertes furent effroyables, et l'armée de la Grande Armée ne se remit jamais complètement de ce désastre. Ce fut aussi un événement qui démontra la cruauté de la guerre, la fragilité de la grandeur et la dureté des conditions naturelles face à l'ambition humaine. Les survivants de la campagne, hantés par les visions de leurs camarades tombés, continuèrent de se rassembler en France, échangeant des récits silencieux de ce qu'ils avaient vécu. Le soldat François Dumas, qui avait survécu à la retraite, se rappela des scènes qui l'avaient marqué. Je me souviens du silence après que le combat ait cessé. Le froid, la mort, c'était comme si nous étions dans un rêve, un cauchemar dont nous ne pouvions jamais nous réveiller. Mais nous avons survécu. Nous étions les chanceux, mais nous étions si peu nombreux. La retraite de Moscou ne fut pas seulement une défaite militaire, mais aussi un drame humain. L'armée napoléonienne, invincible un an auparavant, était désormais réduite en cendres. La souffrance des soldats, le poids de la défaite et le froid russe restèrent gravés dans les mémoires pour les générations futures. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons « J'aime », « Partager » et « S'abonner » pour rester informé des nouveaux contenus. Ce contenu a été adapté des puissantes fonctionnalités de Polyspic 4U, le logiciel d'accessibilité leader en Afrique du Sud. Découvrez-en davantage sur www.polyspic4u.co.za. News vu invitans à soutenir cette initiative significative pour la dyslexie, crée et développer par une personne qui comprenne personnellement les défis de la dyslexie.